rencontre sur le fleuve, donc qui existe depuis 20 ans maintenant, et qui se fait en faveur de l'école, de l'éducation, de la culture. Mais surtout de la défense de notre culture, la culture sénégalaise qui est magnifique dans sa diversité. Comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai grandi au Sénégal, je suis née ici. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'étais noire ou blanche, si j'étais musulmane ou chrétienne, si j'étais Peul, Sérère, Diola ou autre chose. Parce que nous avons grandi dans l'harmonie, dans l'amour de notre prochain, qu'on veuille le reconnaître ou pas. C'est vrai que quand on voyage, qu'on va à l'étranger, on se rend compte de la richesse de ce pays-là. Et je suis professionnellement, c'est vrai que j'en parle très peu, administrateur des affaires maritimes et actuellement nommé présidente du conseil de surveillance de l'Agence nationale des affaires maritimes, où j'ai occupé plusieurs postes, dont dernièrement, avant ma nomination, j'étais directrice des transports maritimes fluviaux et des ports au niveau du Sénégal. Avant tout ça, je suis d'abord écrivain, donc auteur du Dard du secret, de la balade du Sabador, et le dernier s'appelle L'Or de Ninkinanka, que vous avez dû suivre sur Canal, et qui était une série. Je remercie les professeurs qui ont vraiment magistralement commencé cette matinée, qui va être suivie de l'ami littéraire. Donc j'invite au niveau de ici, j'invite Mamadou Samb, qui est le grand prix des lycéens. Mamadou Samb, écrivain. Seydi Sow, grand prix du chef de l'État pour les lettres. Monsieur Omar Foutiouba, écrivain. Et je vais jouer les troublions dans Sokhna Benga. Je donne la parole au professeur Diawara. Écoutez, vous avez là, en dehors des panélistes qui ont décortiqué, concassé et tamisé la culture de la paix avec son thème principal. Mais voilà une autre équipe que je qualifie également de cerveau musclé. Ils produisent et ils aident à éditer. Nous allons leur donner la parole. Et cette activité-ci, qui s'enchaîne avec le colloque, c'est l'ami littéraire. L'ami littéraire est une activité fondée par Sokhna Benga qui permet d'analyser, de faire connaître les œuvres des écrivains. Dans les livres. La bibliothèque dont parle Amadou Ampatemba se trouve maintenant dans les livres, parce que nous ne sommes plus dans la société de l'oralité, nous sommes dans la société de l'écrit. Si vous n'allez pas vers nos écritures, nos pensées, notre dire, comment voulez-vous forger notre société? Comment voulez-vous faire en sorte que nos civilisations soient la meilleure? Comment voulez-vous que nous soyons justement au rendez-vous de parler de Léopold Sédar Senghor, au rendez-vous du donner et du recevoir? Il faut que vous nous lisiez. Il faut que vous puissiez comprendre qui est Sokhna Benga, qui est Mamadou Samb, qui est... Parce qu'ils écrivent des choses merveilleuses, des choses formidables. Mais cela ne peut se faire que si les enseignants, si les professeurs ont la générosité de vous proposer justement les écrivains sénégalais que nous sommes. Il faut, je pense que dans le programme... Merci, M. Diawara. Je remercie d'abord Sokhna pour être des vôtres aujourd'hui dans Saint-Louis, cette ville mythique. Saint-Louis, cette ville de culture. Saint-Louis qui nous rappelle les Signards, qui nous rappelle Ousmane Sosé Diop et Karim, qui me renvoie à ma ville de Rufisque, Abdoulaye Sadchi,
Saint-Louis également est ce Bou El Mogdad, véritable bateau, l'architecture, les signares, les beaux esprits de Saint-Louis qui sont là aujourd'hui devant nous. Et c'est à ce titre, lorsqu'on dit que l'on reconnaît le maçon au pied du mur, vous êtes là au pied du mur, c'est parce que vous êtes intéressé par la littérature que vous êtes là. Et moi, je suis de ceux qui comptent sur cette jeunesse. Parce que je sais qu'aujourd'hui, vous avez plus d'opportunités que nous et que vous allez faire plus que nous et mieux que nous. Et c'est en cela que je vous donne simplement l'exemple de ceux qui sont là. Nous avons tous grandi dans des familles où le livre se passait de main en main. Donc de la maman à l'enfant, de l'oncle à l'enfant, du papa à la maman, on discutait de tout. Chaque livre qui rentrait dans la maison était considéré comme un visiteur avec qui nous parlions. Je rappelais les premières expériences que j'ai eues de la Chine avec Paul Lebac, qui nous a appris combien la jeune fille tenait à sa beauté, moulée par ses valeurs, qui faisait qu'on lui mettait des bandelettes dans les pieds, parce que le pied, en tout cas le petit pied, était un canon de beauté chinois. Ivan Turgenev, lorsque l'on lit Dostoïevski, lorsque l'on lit par exemple tout ce qui sont Alexandre Solzhenitsyn, l'âme russe que l'on essaie de saisir à travers ces écrits lointains qui nous parlent donc de l'Oural, qui nous parlent de la taïga, que vous apprenez en géographie et que vous pouvez retrouver dans les ouvrages d'auteurs. Lorsque vous prenez par exemple Aung San Suu Kyi et la Birmanie, ou bien Abimael Guzman et le Sentier Lumineux, donc en Pérou, donc voilà autant d'horizons, voilà autant de cultures, voilà autant de grands hommes, voilà autant d'événements qui ont marqué l'histoire que vous retrouvez à travers les livres et qui font que chaque personne que vous voyez, qu'elle soit africaine, qu'elle soit européenne, qu'elle soit asiatique, qu'elle vienne de l'Amérique du Sud, devient un proche. Donc, parce que vous pouvez simplement lui parler donc, à travers ce que vous avez lu des livres. C'est en cela qu'il est important qu'au-delà du plaidoyer que nous pouvons faire, que vous soyez simplement convaincus que lire vous sert d'abord. Je donne souvent un seul exemple en parlant de l'entreprise Huawei que vous voyez aujourd'hui. Ce n'est pas de la publicité, c'est simplement des faits de vie qui nous amènent à en parler. Huawei, dont le vice-président est un fonctionnaire des affaires étrangères, une entreprise de technologie, donc dans les télécommunications. Lorsque l'on dit que les séries littéraires ne sont pas importantes, on se trompe. Il faut du tout pour faire un monde. Il faut des scientifiques, il faut des littéraires qui conceptualisent, qui apportent l'image, et les scientifiques eux-mêmes, normalement, doivent pouvoir expliquer ce qu'ils ont inventé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a toute une richesse donc, dans les arts et la culture. Tout ce que l'on fait dans les grands pays se fonde d'abord sur le langage, sur l'image. Donc, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'en dépit des clichés, en dépit des vérités entretenues, la littérature, la culture, l'ouverture à l'autre, est un des éléments fondateurs de toute société. Et c'est en cela que je rappelais l'exemple de cette société de télécommunications dont le vice-président a été un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères et à ce titre peut recevoir n'importe quel citoyen du monde. Donc pour ouvrir des marchés incommensurables à cette entreprise. Donc lisez, ouvrez-vous, ouvrez votre esprit, soyez à l'écoute de ce que les autres disent. Maintenant, séparez la bonne graine de livret et avancez. Mon ami Seydi parlait de l'enracinement et de l'ouverture. Je pense que c'est le socle de l'enracinement et de l'ouverture. Gardons ce qui est bon chez nous. Prenons également ce qui vient améliorer ailleurs et faisons de ce monde un monde de métissage. Parce que, de toutes les manières, au-delà des aspects identitaires qui sont importants, il est important de garder l'identité. Nous irons ensemble, donc, par-delà le temps, et lorsque également le moment arrivera, vers ce métissage qui est un gain donc, de toutes les cultures. Donc je pense que c'est le mot sur lequel je voulais terminer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors bonjour. Vous ne voulez pas répondre? Bonjour tout le monde. Voilà. Je ne vous entends pas bien. Hein? Bonjour. Bonjour. Alors réveillez-vous. Il est temps de se réveiller, vous allez voir. Vous savez pourquoi on a créé la vie littéraire?
C'est une idée de Sokhna Benga. Vous savez ce que c'est que l'ami littéraire? L'ami littéraire. Ça veut dire que nous sommes invités régulièrement dans des écoles, dans des conférences, partout à travers le monde. Et à chaque fois que l'on quitte un groupe, ceux qui nous ont écoutés ont eu envie d'écrire des livres. Donc moi, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'à la fin de cette rencontre, que certains élèves me disent « Ah, monsieur, moi j'ai envie d'écrire un livre. » Est-ce qu'il y en a qui ont déjà commencé à écrire? Ah, levez le doigt. Il n'y a que les filles, il n'y a pas de garçons là. Il y a un garçon, vous avez commencé à écrire? C'est magnifique. C'est magnifique. Ne vous arrêtez pas. Mais je sais, moi, je sais que beaucoup d'entre vous sont en train d'écrire. Ne serait-ce que le petit carnet secret que vous avez à la maison et que vous ne voulez pas que vos parents voient. Donc vous êtes en train d'écrire. N'est-ce pas? C'est quoi un écrivain? À chaque fois que nous passons dans des écoles, on nous dit « Ah, les écrivains sont vivants ». Oui, parce que quand on parle d'écrivain, on parle de Senghor, on parle de David Diop, on parle de Maria Baba, mais on pense que les autres ne sont pas vivants. Voilà une écrivaine vivante, c'est Sokhna Benga. Vous ne la connaissez pas? Vous avez vu le film Nick Nanka? C'est elle qui a fait ça. Voilà. Alors bon, maintenant, moi je vais rapidement brosser quelques livres que j'ai fait. Pour ceux qui ne connaissent pas mes livres, vous n'avez jamais entendu parler de Deux pulpées d'orange? Non. Alors tapez sur Google, regardez Deux pulpées d'orange, on vous dit ce que c'est. C'est un livre que j'ai écrit lorsque j'étais élève comme vous. Et je l'ai terminé lorsque j'étais au ministère de l'Éducation nationale. Mais c'est un livre qui parle de la vie d'une jeune fille qui, élève d'abord, qui a eu beaucoup de problèmes et qui, en fin de compte, est allée à l'université, mais a eu malheureusement un enfant. Et il fallait faire vivre l'enfant et vivre correctement et suivre ses études. Cette jeune fille était obligée, entre guillemets, d'aller se prostituer. C'est l'histoire qui est racontée dans ce livre-là. Je ne vais pas vous dire comment ça s'est passé, c'est pas la peine. Mais j'ai écrit aussi d'autres livres. Celui-là qui a, vous avez vu cette bande, il y a une bande rouge ici. Ça veut dire que c'est un livre qui a gagné un prix. C'est le livre qui a été plébiscité par les lycéens du Sénégal. D'ailleurs, je suis étonné que vous ne soyez pas parmi les lecteurs, parce que beaucoup d'élèves au Sénégal ont lu ce livre-là, qu'on appelle Le regard de l'aveugle. Qu'elle a lu personne. Entendu. Regardez sur Google, bien regardez sur vos portables, vous allez voir ce que c'est que le regard de l'aveugle. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais c'est un livre qui a été plébiscité par les lycéens du Sénégal. Il y en a deux qui ont lu, dans un coin. Bon, c'est pas grave. Alors, je vous parle de L'échappe des jumelles. Ça aussi, vous avez déjà entendu parler de ça? L'échappe des jumelles, qui parle de l'histoire de deux jumelles. Hein, des jumelles qui ont vécu dans le Fouladou. Hein? Vous savez, dans le Fouladou, à partir de 12 ans, les filles sont mariées. À partir de 12 ans. Alors, c'est difficile de marier des jumelles. Hein? Alors, l'une des jumelles, Adama, est tombée amoureuse d'un jeune garçon qui était venu faire son stage dans le village. Il y a des choses qui sont passées. Lorsque sa maman a remarqué que la fille commençait à changer un peu, la maman a dit, c'est là il faut qu'on la marie rapidement. Mais malheureusement, vous savez que par exemple, dans les mariages, dans ces lieux, j'appelle traditionnels, dans ces lieux, c'est assujetti à des règles. Il faut que la fille soit... Mais malheureusement, Adama ne l'était plus. Et c'est sa jumelle qui l'a sauvée. Comment? Je ne vais pas vous raconter ça, c'est pas la peine. Et alors, maintenant, l'épilogue, c'est pas l'épilogue, c'est plutôt le climax, comme on dit.
c'est que Adama était enceinte, Hawa était enceinte. Et Hawa a dû fuir pour aller vers Ziguinchor. Le Ziguinchor, il y a des choses qui sont passées, énormément de choses là-bas. Et elle a dû prendre le bateau pour aller sur Dakar. Et ce bateau-là, vous le connaissez? C'est quel bateau? Le Joola. Je ne vais pas vous raconter parce que je n'ai pas fait de comparaison, je n'ai pas le temps de vous parler de cette comparaison entre le bateau le Joola et le Titanic que vous connaissez. Mais c'est la plus grande catastrophe maritime du monde pour l'instant. Je ne vais pas vous raconter cette histoire. Regardez sur vos tablettes, vous allez voir de quoi il s'agit. Ensuite, j'ai écrit plusieurs contes, que l'on appelle les contes de date. J'ai écrit d'autres romans, mais j'ai écrit plusieurs contes depuis un certain temps. Je me lance dans les contes et je suis à peu près à une quinzaine de contes. C'est des contes illustrés, comme par exemple qui est composé de 6 contes en 19 thèmes. Donc, tout est illustré. Et voilà, donc, c'est pour vous dire que j'aimerais bien qu'à la fin de notre rencontre, que certains élèves me disent, monsieur, moi j'ai envie de lire. C'est ça que je veux. C'est ce que nous avons toujours, partout où nous passons. Après, nous sommes presque des éditeurs tous. Les élèves nous envoient des manuscrits pour dire, monsieur, j'ai écrit un livre. Monsieur, est-ce que vous pouvez me publier? C'est ça que je vous remercie. La force et la beauté de l'éternelle jeunesse que vous représentez tous, cette éternelle jeunesse qui vivifie le monde. La jeunesse n'est pas une question d'âge, c'est avant tout un état d'esprit qui nous fait retrouver l'âme de l'enfance, celle qui réenchante et purifie le monde. C'est ce regard rempli d'étonnement et de curiosité sur le monde que j'ai voulu faire vivre dans mon roman « L'enfant de Tindefelo », qui s'adresse à cette part d'enfance et de fraîcheur que nous portons en chacun de nous. Muni de ses forces de joie et d'innocence, le héros du récit est véritablement un enfant du soleil, comme vous l'êtes d'ailleurs tous. Nous suivrons pas à pas l'éveil de sa conscience au fil des luttes et des joies de sa vie. Oui, c'est vraiment à cette jeunesse qui palpite comme un enfant au cœur de nos poitrines que j'ai voulu rendre hommage. C'est elle qui patiente, qui attend le changement, qui prend parfois la mer en pirogue pour frapper son désespoir aux portes de l'Europe. C'est à elle que j'ai voulu parler une langue nouvelle, qui rende à l'Afrique sa beauté, qui mette en lumière ses trésors spirituels, lorsque trop de paroles hâtives l'enterrent parfois, sans même avoir pris le temps de la regarder. J'ai voulu réinsuffler vie à son idéal, sublime de paix, de fraternité et de justice. J'ai voulu lui montrer la grandeur de son identité, que les colons ou néo-colons foulent encore aux pieds. Sans pour autant s'égarer dans le ressentiment, mais en trouvant des chemins dignes pour bâtir des ponts de réconciliation entre les peuples, et ainsi élever la souffrance dans une force de conscience, de paix et d'union pour le monde. C'est en retrouvant sa confiance en ses qualités uniques, en son génie propre, que l'Afrique peut faire résonner d'immenses qualités lumineuses dont le monde a plus que jamais besoin. Et c'est ainsi qu'à côté des abysses de la société, j'ai voulu montrer les perles cachées du Sénégal, qui fondent la grandeur de sa culture vivante, le trésor de l'imagination qui est visible dans les jeux d'enfants qui se nourrissent de rien, la profonde sagesse de vie des anciens, la connaissance de la nature et des plantes, le trésor des plantes médicinales, l'échange de la parole vivante,
à travers les contes partagés qui sont sources de sagesse et d'élévation morale. Son aptitude au dialogue, sa musique, son humour irrésistible à travers la parenté à plaisanterie, garant de la paix entre les ethnies, la tolérance religieuse, ciment de l'union de la société, la vitalité par la puissance des éléments, la beauté de la faune et de la flore. Et vous découvrirez comment, tout en cherchant à résoudre son énigme personnelle, Son Liu, le héros de ces récits, va en fait apporter une force régénératrice au monde. Je montre en fait que dans ce récit que l'Afrique porte en elle des clés d'amour et de vie qui permettent au monde de ne pas sombrer. Le thème de la transformation du bien en mal, du mal en bien, est donc essentiel dans ce roman. De nombreux personnages sont confrontés à des cas de conscience et seules leurs initiatives individuelles empreintes de courage et de créativité leur permettront de les métamorphoser. Rendre la santé au monde signifie être ouvert à la communication, aux échanges et au métissage. Et rien ne pourra se faire sans la chaleur et le levain de l'amitié qui enthousiasmera les personnages pour agir. Et régénérer le monde, ce sera également, au sens propre, régénérer la terre. Son Liu, le personnage principal, et ses amis propulseront en avant le Sénégal par des innovations dans le domaine de l'agroécologie. Ils s'inspireront d'idées porteuses d'avenir que vous découvrirez en détail. Mais la transformation du mal en bien se fait aussi à travers un pied de nez au destin par l'humour et la fantaisie. Son Liu, le héros, va s'attaquer à d'énormes problèmes de société par le biais de tours, comme on en trouve dans les contes, de manière espiègle. Et enfin, la métamorphose du mal en bien s'exprimera aussi par le biais de l'art, à l'image de Malik Mané, cet artiste qui est capable de faire vivre des objets de récupération et de leur communiquer une âme. C'est bien la tâche de l'artiste de régénérer le monde en lui communiquant sa créativité. Pour terminer, je voudrais vous offrir un poème, chère jeunesse. Jeunesse, ô jeunesse, au milieu de la torpeur et des retours en arrière, tu vibres comme l'eau claire cachée sous les feuilles, frémissant de 1000 bourgeons d'avenir silencieux. Qui saura vous saisir, jeunes âmes, et conduire vos chants timides jusqu'à leur floraison? Le flux des longues générations vous laisse-t-il prendre voix, ou balaye-t-il comme le limon vos jeunes sèves fragiles? Que deviendrait le monde sans vous? Ce serait lui dérober le printemps. Et tous les fleuves de renouveau qui font sourdre l'espoir, lorsque l'hiver de nos désespoirs fige les élans les plus prometteurs, dans le marasme du renoncement et de la morosité. Ainsi ta voix jaillit, jeunesse, tel un épi de blé, et nous emporte vers le soleil, ferment de tous les pains d'avenir où repose demain. Le soleil est ta patrie, jeunesse, celle de l'éclosion lente et patiente. Dansant avec lui, tu rends au monde ses sourires et saveurs oubliées, et donnes à l'idéal assoupi des ailes d'or pour courageusement y travailler. Alors, le laboureur ne sent plus le poids de la charrue, ni le journalier la chaîne de son fait. L'enthousiasme ardent enflamme l'impuissance et conduit les hommes avec vigueur vers leur destination spirituelle. Ô feu d'ambre, tressaillement de joie, jeunesse si tendre et fragile, tu es le ferment même de toutes nos moissons. Je voudrais entendre le son frénétique des djembés, peau contre peau.
Je voudrais humer l'odeur de l'espérance jusque très profondément dans les branches que la maladie épuise. Je voudrais une terre plus juste, une vie parsemée de graines de tendresse jetées à tout vent dans les champs de l'amour en jachère. Je voudrais encore et encore me promener entre les tiges, senteur terre de ma chair sine et entendre les tourterelles roucouler sur les toits de chaume, l'hymne de la vie et des espoirs, peint sur les toits de firmament. Je voudrais voir germer mes graines de tendresse jusqu'aux confins de la terre pour que naissent les plantes couleur espoir. Ces plantes, c'est vous, la jeunesse africaine. Vous savez, il y a une chose dont je suis sûre, et je parle aux enfants qui sont au fond et qui nous écoutent avec beaucoup d'attention depuis ce matin. L'Afrique, le Sénégal, qui fait partie de ce grand continent, sera ce que vous voulez qu'elle soit. Si vous acceptez les chaînes de l'esclavage, que je dis sans cesse renouvelé. C'est vrai que cet esclavage revient sous d'autres formes, sous d'autres couleurs, par moments clairs, par moments diaphanes, par moments sombres. Si vous l'acceptez, vous subirez cela des générations et des générations encore. Comme je le dis, nous sommes la génération du refus. Le refus est une forme d'indépendance. Savoir dire non. Je suis, souvent c'est vrai qu'on me décrit un peu, parce que bien que je sois jeune, je suis arrivée dans la littérature à l'âge de 18 ans, avec le Dard du secret. Dans l'âge littéraire, je fais partie des vieilles personnes. Et par rapport à l'âge que j'ai, c'est vrai que souvent les gens disent « on a mec à 70 ans, etc. » parce que ça fait 35 ans quand même que je suis dedans. Mais je n'ai pas encore pris ma retraite. C'est pour vous dire. Bon, ce n'est pas très élégant que les femmes disent leur âge. Mais je dis tout le temps, battez-vous, que vous soyez garçon ou fille. Le plus important, ce n'est pas telle chose ou telle chose. La seule chose qui soit capitale et qui nous appartienne, c'est l'humanité. Vous savez, souvent les gens parlent de, oui, le genre, etc., etc. Moi, je dis, il y a un genre. Le genre animal, le genre végétal. Et il y a une race, la race humaine. Elle a les couleurs du blé, du mil, du chocolat, du cacao, du café, de la crème, du lait, peu importe. Nous sommes la race humaine, dotée de raison, dotée du rire, dotée de cette chaleur sans commune mesure. Et j'ai l'habitude de le dire aussi, quand j'arrivais dans le maritime, la première fois que je suis arrivée au Sénégal avec mes diplômes, en 96, on m'a dit, il n'y a pas de femmes administrateurs des affaires maritimes. Alors retournez en France, parce que les seuls administrateurs des affaires maritimes sont des hommes. Que va faire une femme dans un milieu d'hommes? J'ai dit, ah bon? Il n'y en a pas? Il y en aura. Je l'ai dit au ministre qui me le disait, qui me disait en 96 de retourner en France. Il n'y avait rien à faire dans mon pays, puisqu'il n'y avait pas de place pour moi. Et j'ai eu la chance de rencontrer Maître Abdoulaye Wade, alors qu'il était dans l'opposition. Je lui dis, Maître, vous savez, j'espère que vous serez président un jour. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que je veux que vous créiez, vous nommiez la première génération de femmes administrateurs des affaires maritimes. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est aussi important pour toi d'être administrateur des affaires maritimes? Je lui ai dit oui. Je rêve de porter leur tenue en tant que femme. Et quand on est arrivé en 2004, il y avait déjà une femme qui nous avait précédés, qui est l'actuelle ministre de la Pêche et des Affaires maritimes. Et nous sommes arrivés 4 dans ce milieu. Nous nous sommes battus. C'est parce que nous nous sommes battus qu'aujourd'hui on est arrivé là où on est.
La vie est un combat. Ceux qui vous racontent que la vie c'est quelque chose de facile, ils vous racontent des bobards. La vie est un combat. Quand vous vous réveillez le matin et que tout est facile, ayez peur. Dites-vous qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il ne faut pas être devin pour ça. Battez-vous pour le Sénégal, parce que le Sénégal mérite qu'on se batte pour lui. Cette fameuse pirogue, elle est magnifique. C'est vrai que ceux qui habitent ici ne s'en rendent pas compte. Mais nous tous qui avons voyagé de par le monde, nous savons la richesse de ce pays-là. Et si on y prend garde, d'autres viendront le construire à notre place, parce que les gens ont besoin de ce pays-là. Vous êtes jeunes, la vie est devant vous. Ne croyez pas ce qu'ils vous disent, oui, vous n'avez pas la chance d'arriver quelque part. Le plus important, c'est d'avoir un rêve. Ayez un rêve et consacrez-vous à ce rêve-là. Battez-vous comme des lions et des lionnes, parce que nous sommes les enfants du lion, le Sénégal. Gaïndé Ndiaye. Merci.